بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. La leçon d'aujourd'hui porte sur la tumeur médiastinale. La leçon d'origine, elle était composée de 56 diapos. 10 d'entre elles étaient concernées pour la radiographie et les 47 restantes, je les ai réduites en 22 diapos sans pour autant avoir... c'est-à-dire que je n'ai pas résumé, j'ai reformulé le texte pour qu'il ne soit pas trop lent. Ce qui est important de la leçon à débuter, on doit débuter par l'anatomie du médiastin puisque ça a un grand impact sur le diagnostic, surtout par radiologie. L'anatomie du médiastin, avant de commencer scientifiquement, on va parler vulgarisation. Le médiastin, c'est la région qui se situe entre les deux poumons. Mais si on parle scientifiquement, il est limité antérieurement par la face antérieure du sternum et postérieurement par la colonne vertébrale. Les limites latérales, ce sont les deux plèvres médiastinales. La limite supérieure par l'orifice supérieur du thorax et celle inférieure, elle est limitée par le diaphragme. Le contenu, il contient les structures cardiovasculaires, structures digestives, bronchiques, graisseuses, glandulaires, ganglionnaires et nerveuses. Le médiastin antérieur, il est limité antérieurement par la face postérieure du sternum. Ça c'est clair. Et postérieurement, il est limité par la face antérieure de la trachée. Le contenu supérieur de ce médiastin antérieur, il est constitué par les gros vaisseaux qui sont nés du cœur, qui sont la aorte et l'artère pulmonaire. Et aussi, il est constitué du thymus. Par contre, le contenu inférieur, il y a le cœur. Ça, c'est pour l'antérieur. Pour le médiastin moyen, c'est la région péritrachéobronchique. Son contenu est formé par la trachée, la bifurcation trachéale, les pédicules pulmonaires, les éléments de passage qui sont la crosse de l'aorte et crosse de la veine azygos et les lymphatiques. En ce qui concerne le médiastin postérieur, en arrière du médiastin moyen, il se trouve en arrière sans parler des limites, il est en arrière du médiastin moyen. Il est contenu l'œsophage, l'aorte thoracique descendante, le système veineux azygos, le conduit thoracique, la chaîne sympathique et le nerf vague. Ça, c'est le postérieur. Vous voyez qu'il est constitué surtout des nerfs. Les autres subdivisions, on a la subdivision de Felson qui est très simple. Il dit que le médiastin antérieur, il est en avant du plan trachéobronchique. Le médiastin moyen, il est en regard de l'axe trachéobronchique. Et le médiastin postérieur, il est en arrière du plan trachéobronchique. Pour la subdivision selon l'axe crânio-caudal, c'est-à-dire de haut en bas, il y a le supérieur, le moyen et l'inférieur, qui sont délimités par deux plans. L'un qui passe par le bord supérieur de la crosse de l'aorte et l'autre il passe par la carène trachéale. On va parler maintenant des syndromes médiastinaux. Avant d'aborder ça, on doit dire que la symptomatologie clinique, elle est variable et elle dépend de quoi? Elle dépend du siège et de la nature de la tumeur, si elle est maligne ou bénigne. Aussi, elle dépend de la nature de l'organe qui est compressé par cette tumeur. Et aussi, elle est variable selon l'importance de la compression, si c'est une compression simple ou importante. Les syndromes qu'on va entamer, ce sont 6 syndromes. Il y a l'atteinte veineuse, par atteinte artérielle, par atteinte nerveuse, par atteinte œsophagienne, par atteinte lymphatique et par atteinte cardiaque. Pour la première atteinte qui est veineuse, on va voir même qu'on va parler quand on parle des caractéristiques, on va connaître que ça concerne des vaisseaux ou non. Les manifestations de chaque atteinte. La première atteinte qui est vasculaire, il y a le syndrome veine cave supérieure. On a vu ça dans d'autres leçons, mais on va répéter pour ne pas oublier les caractéristiques. Il va être manifesté par les œdèmes en pèlerine, par la cyanose de l'hémicorps supérieur, par la circulation veineuse collatérale thoracique et la télangiectasie du tronc. Rappelons que la télangiectasie, qu'on a vu ça dans l'hématologie, ce sont l'apparition de petites veines capillaires, peut-être des veines ou des capillaires cutanées qui apparaissent à l'œil nu. C'est les jonctaties du tronc, c'est-à-dire le thorax, et aussi la turgescence jugulaire. On a vu ça donc dans le syndrome veine cave supérieure. Aussi la deuxième atteinte qui est rare, c'est l'atteinte artérielle ici, puisqu'il parle de la compression de l'artère pulmonaire qui est manifestée par une dyspnée, palpitation, syncope à l'effort,
cyanose, pouls faible et souffle systolique. Puisqu'il y a une compression de l'artère, elle va être compressée, donc on va entendre un souffle. Elle va être réduite de diamètre. Pardon. L'atteinte des nerfs, on va retrouver le récurrent gauche. Ces manifestations par l'enrouement, comme vous voyez, ma voix elle est enrouée, mais je ne pense pas que j'ai un problème de récurrent. Et la voix bitonale, que veut dire la voix bitonale? C'est-à-dire une voix qui est doublée, puisqu'on a deux cordes vocales. Le récurrent gauche qui va être compressé dans le médiastin, il va se répercuter sur la corde vocale gauche. Donc elle va être paralysée, donc on va entendre une voix bitonale. Le nerf phrénique, on va assister à un hoquet, shahga, ascension d'une hémicopole. Une hémicopole, on va la voir dans la radiographie qu'elle est ascendante. Et l'immobilité en scopie. Il va être immobile, paralysé du diaphragme. Et aussi le nerf sympathique cervical, on assistera à un syndrome de Claude Bernard Horner, hémoptysis, myosis, j'ai oublié le troisième, hémoptysis, myosis, la troisième je l'ai oublié. Aussi le sympathique dorsal, il va être manifesté par l'hypersudation unilatérale, تعرق من جهة واحدة في الجسم. Le plexus brachial, le patient aura des douleurs à l'épaule qui irradient à la face interne du membre supérieur. On entend ça trop dans la société, on entend toujours cette plainte. La quatrième atteinte de l'œsophage, il y aura dysphagie et vomissement. L'atteinte des lymphatiques, il y aura œdème du membre supérieur gauche, le chylothorax et l'acide. Et l'atteinte du cœur, il y aura épanchement péricardique et trouble du rythme. Ce sont des choses simples, on ne va pas apprendre ça. Quand on comprend quels sont les organes qui composent le médiastin, on va déduire tout simplement les atteintes qu'elles auront comme conséquence. Le bilan radiologique, il sera radiophase profil. Et 3 étapes, il faut identifier l'anomalie, il faut localiser la tumeur et déterminer la nature de la tumeur. La TDIM, c'est l'examen de référence. Mais en général, l'imagerie, elle permettra de déterminer la localisation compartimentale, à quel médiastin antérieur, supérieur, postérieur, etc. Elle va aussi déterminer la densité, si elle est graisseuse, liquidienne, si calcification, si hyperdensité. Et il y a aussi un rehaussement après injection du produit de contraste. Le bilan radiologique suite, on va parler de la TDIM un peu. Elle permet de déterminer la nature graisseuse, si elle est solide, si elle est liquide, si elle est calcaire, si elle est vasculaire. L'IRM, il apporte un plus à la TDIM. Pourquoi? Parce qu'il va analyser des rapports de la tumeur plus détaillés et il va déceler les anomalies vasculaires et nerveuses du médiastin, remarquant ici que les anomalies vasculaires et nerveuses ne peuvent être détectées que par IRM. C'est pour ça qu'on demande des fois de l'IRM quand on n'a pas posé le diagnostic. Et surtout quand il concerne le médiastin postérieur, qui est construit par les formations nerveuses et vasculaires. Et voir, l'IRM peut même détecter les anomalies médulaires, mais il y a un diagnostic différentiel avec l'anévrisme de l'aorte. Il va le montrer avec un IRM. Le TEP, les tomographie d'émission à positron, j'ai oublié le T, au 18 FDG, c'est le fluor de glucose marqué au fluor, qui sont plus sensibles, et ce test est plus sensible et plus performant que les autres techniques. Il est basé sur le degré de fixation du glucose radioactif par la tumeur, et surtout en goitre. Le bilan biologique, il va être constitué de 2 piliers. On a les marqueurs tumoraux bêta-HCG et alpha-photoprotéines. Ce sont systématiquement dosés en cas de masse médiastinale antérieure. Pourquoi? Parce que leur élévation importante va poser un diagnostic positif d'une tumeur germinale non séminomateuse, dans 90% des cas. On va voir les tumeurs après, on trouvera que le marqueur alpha-photoprotéine et bêta-HCG, il concerne quel type de tumeur exactement. S'il y a une faible élévation, on doit faire la biopsie, puisqu'il y a un doute. Aussi, et le deuxième pilier de la biologie ici dans le médiastin, c'est les anticorps antirécepteurs acétylcholine. Ils sont dosés en cas de suspicion du myasthénie. On a vu ça dans le module de neurologie. Quelles sont les explorations invasives? Il y a que celles qu'on connaisse, et il y a d'autres nouvelles.
La fibroscopie bronchique, on l'a vu déjà, l'échographie endoscopique, fibroscopie œsophagienne, transit œsophagien, pourquoi? Il va apprécier la compression extrinsèque par un kyste entéroïde. C'est une malformation congénitale. Le mot entéroïde veut dire que ce kyste, il est constitué d'une histologie qui est comparable, similaire à celui de l'intestin. Le nouveau test ici, disons la nouvelle imagerie invasive, c'est l'artérographie médulaire. Elle va localiser l'artère d'Adam Kiewicz, je ne sais pas comment on l'appelle, Adam Kiewicz. C'est une grande artère radiculaire antérieure qui est d'une grande importance. Cette artère, elle a été, selon la littérature médicale, hospitalière plutôt, elle a été sujette à des dégâts dans quelques opérations, c'est-à-dire quelques médecins, quelques chirurgiens ont accidentellement touché à cette artère, et cette artère, elle vascularise un territoire qui n'est vascularisé que par cette artère. Donc la copie va produire des dégâts, tout simplement. Aussi, on a des tumeurs ici, des tumeurs neurogènes dans cette partie. La phlébographie de la veine cave supérieure en prévision d'une résection élargie à ce niveau. Si on prévoit de réséquer quelque chose ici, on doit faire la phlébographie de la veine cave supérieure. Les autres explorations qu'on connaît déjà, c'est la ponction transpariétale, scanoïdée, quand il y a une tumeur au contact de la paroi thoracique, puisqu'elle est transpariétale, donc elle doit être au contact du thorax. Mais cette ponction, elle peut échouer si la tumeur est nécrotique. La médiastinoscopie, elle va détecter l'espace péritrachéal, l'origine des deux branches, l'espace sous-carinaire. L'indication de cette médiastinoscopie, elle est indiquée dans les tumeurs dans l'espace péritrachéal, surtout la loge de Barretti. Dans un bilan d'extension, par exemple la mésothélium, cette loge, elle est limitée à gauche par l'arc aortique et les troncs supra-aortiques. Elle demande une anesthésie générale, comme la thoracotomie. La thoracoscopie, elle a un abord simple et en toute sécurité pour faire une biopsie. La thoracotomie, c'est une biopsie à thorax ouvert, donc une anesthésie générale quand le cas demande cette technique. Quel est le diagnostic différentiel des tumeurs médiastinales? Il y a les lésions parenchymateuses, les épanchements pleuraux médiastinaux, l'opacité mammaire, elle sera visible sur cliché simple de profil, la calcification sous-cutanée, les tumeurs des parties molles ou lésions pariétales avec destruction osseuse associée, et l'opacité ostéocartilagineuse. On doit donc éliminer tous ces diagnostics différentiels pour être sûr qu'on est tombé sur une tumeur médicinale. Dans cette leçon, j'ai envisagé de faire des schémas par ma main, parce que si j'aurais écrit par clavier, ça va prendre des diapos en plus. Je vais essayer d'agrandir la photo. On va parler des tumeurs médiastinales de tous les côtés. On va commencer par le médiastin antérieur. Le médiastin antérieur, il y a le premier type de tumeur, ce n'est pas essentiel, important de dire 2 ou 1, l'essentiel. Les tumeurs germinales. Il y a les bénignes et il y a les malignes. Quels sont les bénignes? C'est les tératomes, qu'on appelle, j'ai écrit ça dans la leçon, des embryons. Tératome. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a une variante bénigne de ce tératome, des tumeurs germinales extragonadiques. Elle peut être kystique, graisseuse, tissulaire. Je vais expliquer ça. Le tératome, c'est la seule variante bénigne des tumeurs germinales extragonadiques. Je répète, le tératome, c'est la seule variante bénigne des tumeurs germinales extragonadiques. Elle peut être kystique, graisseuse ou tissulaire. Exemple, on a le seul exemple qui est cité dans cette leçon, c'est les kystes dermoïdes. Donc il va contenir des dérivés de l'ectoderme. Son traitement est chirurgical, il peut devenir malin. Attention, il peut devenir malin. Le deuxième type de tumeur germinale, il y a les malignes. Les malignes, elles sont composées de 2 volets. Il y a les séminomes
et les non séminomateuses. Les séminomes, il y a absence d'alpha-photoprotéines. Donc le marqueur d'alpha-photoprotéines n'est pas concerné dans les séminomes. Par contre, l'HCG, qui est l'hormone chorionique gonadotrope, elle représente 10% des cas. Le traitement, il est radiochimiothérapie et a un bon pronostic. Et cette tumeur, elle est non malgré elle est maligne, mais elle est non métastatique. Les malignes et les tumeurs germinales non séminomateuses, je m'excuse, attendez, les tumeurs germinales non séminomateuses, il y a, oh là là, il y a le premier type, choriocarcinome, et il y a le mésoblastome et le carcinome embryonnaire. Pour le choriocarcinome, les marqueurs concernés, c'est les bêta-HCG. Par contre, le mésoblastome et le carcinome embryonnaire, il est concerné par l'AFP. Les tumeurs l'élévation des marqueurs, ça va poser le diagnostic positif. Et le traitement, il sera radiochimiothérapie, plus ou moins chirurgie selon le cas. Donc ça, on a vu les tumeurs germinales. On va voir maintenant les tumeurs, les lymphomes. On va voir les lymphomes. Les lymphomes, il y a lymphome B non hodgkinien. Ils sont souvent encapsulés. Lymphome B non hodgkinien, ils sont souvent encapsulés. Et il y a le lymphome T qui envahit le plastron sternocostal. Le lymphome T, il va envahir le plastron sternocostal. Les os donc, l'os. Et il y a le lymphome hodgkinien. Il y a plusieurs formations dans l'imagerie. On va trouver plusieurs formations rondes, polylobées, des nécroses, une hémorragie, la dégénérescence kystique et des adénopathies satellites sont évocatrices. S'il y a adénopathie satellite, on va se douter qu'il y a un lymphome hodgkinien. Maintenant, on va parler d'un autre type de tumeur, les lipomes. C'est une hypertrophie du tissu adipeux épicardique. Dans la leçon, on écrit fragment des franges. Le mot frange, c'est la même chose que tissu adipeux. Les franges adipeuses, graisseuses, donc tissu adipeux, c'est la même chose. On va les trouver dans l'épicarde. À la radio, qu'est-ce qu'on va voir? Un aspect triangulaire, bilatéraux, et le diagnostic sera par TDM. Les lipomes, c'est par TDM. Il y a un aspect triangulaire, bilatéraux. J'ai résumé la leçon, je n'ai rien laissé à ne pas mentionner. L'autre type de tumeur, c'est les tumeurs épithéliales thymiques qui sont les plus fréquentes. Tumeurs épithéliales thymiques, il y a 3 types. Il y a lymphome thymique, c'est un lymphome hodgkinien, et il y a le thymome lymphoépithélial qui sera traité par XRS plus ou moins radiochimiothérapie. Et le dernier, c'est le carcinome thymique qui peut être nécrose ou calcification ou épanchement pleural ou péricardique. Le traitement sera radiochimiothérapie et il est métastatique. Pour l'autre type de tumeur, il y a la tumeur d'origine thyroïdienne, le goitre endothoracique ou qu'on appelle le goitre plongeant. 90% il est bénin, mais 10% peut dégénérer. Il est asymptomatique souvent, mais il peut présenter compression trachéale. Il est rare, il peut compresser la trachée plutôt, et il est rare qu'il compresse l'œsophage ou le nerf récurrent ou la veine. Les signes de dysthyroïdie vont évoquer cette tumeur. Il y a qu'est-ce qu'il y a ici? La scintigraphie plutôt. Elle va, dans 30% des cas, ne pas être fixante. La chirurgie, s'il y a signe fonctionnel. Le kyste, cinquième type ici, pas le cinquième, l'autre type, c'est le kyste pleuropéricardique. Au rayon, on va trouver un angle, plutôt la radiographie va détecter dans l'angle cardiophénique droit, souvent. L'anomalie va être dans l'angle cardiophénique droit, souvent. La TDM, elle va montrer une densité hydrique et l'anomalie, elle est congénitale. Ici, il y a abstention thérapeutique, sauf s'il y a complication. J'ai tout mentionné ici pour le médiastin antérieur. Vous pouvez capturer et refaire pour ne pas être désorienté par rapport à ce qu'il a donné à la leçon.
dans le médiastin moyen, il y a, le médiastin moyen, il y a les malignes et les bénignes. Pour les malignes, on va commencer par les bénignes, c'est mieux. Les bénignes, il y a primo-infection tuberculeuse. Elle sera unilatérale, interbronchique. On a dit primo-infection tuberculeuse, elle sera unilatérale, interbronchique ou latérotrachéale, plus un nodule parenchymateur. Et il y a possible fistulisation, puisqu'on a vu que la caverne peut fistuler. Aussi, le deuxième type de tumeur, la tuberculose active. On trouvera adénopathie volumineuse. Elles seront multiples. Il y a compression. Et la TDM va montrer une nécrose. Aussi, il y a la sarcoïdose. Donc, c'est une tumeur, c'est une anomalie médiastinale. Elle va être associée à des allopathies bilatérales symétriques non compressives. Elles sont interbronchiques beaucoup plus que latérotrachéales. Le diagnostic sera histologique ou bien dans le foie, dans les branches, les glandes salivaires, les lésions cutanées, etc. Le traitement, c'est les corticoïdes. Aussi, il y a la silicose. Elle sera associée à des adénopathies bilatérales calcifiées. Plus s'il y a, il est évoqué surtout s'il y a exposition professionnelle. Les autres infections à mentionner, c'est la mononucléose infectieuse, la rubéole, la toxoplasmose et l'histoplasmose. Les malignes, on va parler des adénopathies. Les adénopathies, c'est le type des adénopathies ici. Les adénopathies malignes, il y aura le cancer pulmonaire primitif, surtout s'il y a complications, quand il y a des adénopathies malignes, parce qu'il y a un cancer. Aussi, les adénopathies métastatiques, médiastinoscopiques. Non. Les adénopathies métastatiques, elle va demander la médiastinoscopie. C'est une indication de la médiastinoscopie. Le cancer, il est non bronchique. Ce cancer-là, il est non bronchique. Il peut être associé à une pleurésie ou une lymphangite. Au cours de cette adénopathie, elle peut être au cours d'un cancer pulmonaire primitif, en cas de tumeur, sous forme tumorale ou réactionnelle. L'adénopathie ici, elle sera tumorale ou réactionnelle. Le cancer primitif non retrouvé, donc les adénopathies métastatiques, elles peuvent être d'un cancer qu'on n'a pas encore détecté. Après, le troisième type d'adénopathie maligne, il a les lymphomes. Les lymphomes, ils sont associés à des adénopathies bilatérales asymptomatiques le plus souvent. Ils envahissent le voisinage le plus souvent. Leur diagnostic il est histologique, comme le LH et le NH, le lymphome hodgkinien et non hodgkinien. Après avoir vu les adénopathies, on va voir maintenant le deuxième type, c'est les kystes bronchiques. Le kyste bronchique, il est bénin, anomalie embryonnaire généralement, embryonnaire pulmonaire. Son contenu, c'est du mucus verdâtre. Il est asymptomatique souvent. Les complications sont possibles. Ces complications, ce sont les compressions, les surinfections, l'hémoptysie, qui va induire une fissuration. Après avoir vu les adénopathies et le kyste bronchique, on va maintenant voir hernie hiatale. Elle va montrer une image hydroaérique rétrocardiaque. Elle est souvent variable d'un cliché à l'autre. C'est tout, c'est le médiastin moyen. Il n'y a pas trop de choses à dire. Pour le postérieur, on va parler quelque chose. Le médiastin postérieur, sa localisation, c'est les gouttières costo-vertébrales souvent. Il est asymptomatique 50% des cas. Son examen clinique recherche des signes de neurofibromatose de type 1 qui sont représentés par les antécédents familiaux, les taches café au lait, les neurofibromes cutanés et aussi des signes de compression médulaire qu'on doit chercher, des manifestations d'hypersécrétion endocrine. À l'IRM, qu'est-ce qu'on va voir? Des prolongements médulaires, peut-être on va les rechercher. Chez l'adulte, 80% sont des tumeurs bénignes. Par contre, chez les... non, ils n'ont pas parlé ici des jeunes, mais l'essentiel, 80% des adultes, ils ont des tumeurs bénignes dans cette région. Et le médiastin postérieur, son traitement est chirurgical. Les types de tumeurs, on a deux. Il y a des tumeurs ganglionnaires sympathiques. Elles concernent les adultes, ganglioneurome, qui est bénin.
résection chirurgicale. Chez l'enfant inférieur à 5 ans, le neuroblastome qui est malin. Donc chez l'adulte, ganglioneurome, il est bénin. Et chez l'enfant de moins de 5 ans, le neuroblastome, il est malin. Le deuxième type de tumeur, c'est la tumeur de la gaine des nerfs périphériques qu'on a vu dans la neurologie. Chez Schwannome, 40 à 50% des cas. Neurofibrome, il est isolé ou neurofibromatose, ou bien il est isolé un seul neurofibrome, ou il peut être multiple. Et ce sont des tumeurs bénignes chez l'adulte jeune. Les neurofibromes, 5% présentent des dégénérescences. Maintenant, on va parler de la prise en charge d'une tumeur médiastinale. Le contexte d'urgence, il va chercher le terrain, l'examen clinique, il doit être complet. Il concerne tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on suspecte selon la radiologie. Après, la radiologie va nous orienter. La biologie qu'on a vu, les tumeurs, les marqueurs tumoraux ou les anticorps récepteurs acétylcholine. L'imagerie, surtout la TDM, c'est la première orientation du diagnostic. Puis le diagnostic de certitude, il sera anatomopathologique, par la histologie bien sûr, et analyse de larges fragments par biopsie. Les principales étiologies selon la topographie, il y a, concernant le médiastin, c'est bien de répéter ça pour apprendre ce qu'il y a dans chaque médiastin. Les principales étiologies dans le médiastin antérieur, il y a le thymome le plus fréquent, il y a le goitre endothoracique, les tumeurs germinales, il y a le kyste pleuropéricardique et les lipomes et les lymphomes. Il concerne le médiastin antérieur, comme on a vu tout à l'heure. Le médiastin moyen, il y a des adénopathies bénignes, tumeurs solides, lymphome malin, souvent lymphome malin, cancer bronchogénique, hernie hiatale ou diaphragmatique. Le médiastin postérieur, comme on a vu tout à l'heure, ce sera nerveuse ou médulaire plutôt. Nerveuse ou médulaire. Tumeur nerveuse beaucoup plus, méningocèle et kyste para-œsophagien. Maintenant, les principales étiologies selon la nature de la lésion. Si elle est graisseuse, on va se douter d'un lipome, d'un tératome qu'on appelle des embryons, ou un liposarcome. Si elle est liquidienne, on va penser à un kyste pleuropéricardique, méningocèle ou kyste de thymus. Si c'est une masse prenant le contraste, on va se douter d'un goitre endothoracique ou un adénome parathyroïdien. L'approche diagnostique après une découverte d'une masse à la radio, je n'ai pas tout mentionné parce qu'on connaît tout ce qu'il y a, mais j'ai insisté sur ce qui est important. Notez bien. L'interrogatoire, il va concerner le comptage tuberculeux, les signes évocateurs du myasthénie, plus l'interrogatoire habituel, comme on parle des antécédents, le contexte professionnel, etc. Les facteurs de risque, examen physique, il recherche adénopathie périphérique, l'hépatomégalie, splénomégalie, compression médiastinale, tumeur testiculaire. Ici, cette tumeur testiculaire va nous orienter vers les tératomes, les tumeurs germinales. La TDM, elle va rechercher l'invasion et la résécabilité. Est-ce qu'il y a possibilité de résécabilité ou non? Quand on fait la TDM, s'il y a suspicion de goitre plongeant, il ne faut pas faire d'injection. Parfois, la TDM, elle suffit au diagnostic quand il s'agit d'un pleuropéricardique, un diagnostic du kyste pleuropéricardique ou d'un goitre ou méningocèle ou lipome. Donc, on va répéter. La TDM, elle peut être suffisante en cas d'un kyste pleuropéricardique, en cas d'un goitre, un méningocèle ou un lipome. L'IRM, elle est utilisée lorsqu'il y a suspicion d'envahissement cardiovasculaire ou médulaire, ou il y a atteinte costo-vertébrale. Donc, elle concerne beaucoup plus le médiastin postérieur. L'approche diagnostique, je continue les investigations. Il y a la fibroscopie bronchique systématique quand il y a suspicion de compression des voies aériennes. On fera une biopsie d'une lésion bronchique plus prélèvement bactériologique à la recherche de BK. Le bilan biologique selon la radio clinique. Le bilan biologique, comme on a dit tout à l'heure, si on suspecte les tumeurs germinales, on va doser les tumeurs, les marqueurs alpha-fetoprotéines et bêta-HCG. Ici, on se doute d'une myasthénie, ce sont les anticorps antirécepteurs d'acétylcholine. Si le diagnostic est encore non établi, on doit réaliser une histologie de la tumeur par ponction transpariétale
ou après, on va penser à la médiastinoscopie, sinon par thoracoscopie, sinon par thoracotomie. C'est une échelle. J'ai tout mentionné ici. Ah bon, la leçon elle est terminée. J'aimerais bien que la leçon a été claire et pas facile. Et je vous assure, je n'ai rien oublié de la leçon. J'ai tout mis ici. Seulement, j'ai reformulé le texte pour qu'il soit moins réduit. Sauf les imageries de radiologie, vous devez les voir si vous voulez vous approfondir. Merci pour votre attention. À la prochaine.